Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à tous et à toutes, ici Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Merci d'être fidèles à Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Genet, directrice générale du Musée amérindien de Mashteuiatsi, que nous avons eu le grand bonheur de rencontrer dans les superbes locaux du musée le 2 septembre 2022. Établi au bord du lac Pequawakami, le lac Saint-Jean, en langue Innu, le musée amérindien nous fait découvrir les 6000 ans d'histoire des Pequawakami-Inuits, le nom que se donnent les îles Nus de Mashteuiatsi. Directrice générale du musée, Isabelle Genet nous rappelle les origines de cette institution incontournable née de la volonté de la communauté de se doter d'un lieu de mémoire. Elle nous parle ensuite de la nouvelle exposition permanente du musée, Chilanu Ilnuats, ce qui signifie « nous autres » en langue Ilnu, un projet interactif et immersif auquel a participé activement la communauté de Mashteuiatsi. Isabelle Genet évoque également les défis particuliers que représente la préservation du patrimoine immatériel des peuples nomades. Enfin, la directrice générale du Musée amérindien de Mashteuiatsi insiste sur l'importance de témoigner du passé des Pequawakami-Inuits, mais aussi de leur présent, notamment à travers l'art contemporain, afin de mieux préparer leur avenir. Isabelle Genet, quoi? Oui. Un grand merci, Isabelle, de nous recevoir chez vous, au Musée amérindien de Mashteuiatsi, un endroit magnifique, vraiment. Oui, c'est un très beau musée. Merci. Oui, merci vraiment. beaucoup. Merci de votre visite aussi au musée. Merci. Isabelle, dans quel contexte la communauté a-t-elle voulu se doter d'une telle institution? Donc, tout d'abord, le Musée amérindien de Mashteuiatsi existe depuis plus de 45 ans déjà. Donc, le Musée amérindien a été créé par la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsi. Donc, c'est notre entité légale. Et cette société-là a vu le jour en 1974. À l'origine, c'est un mouvement social et culturel, dans les faits, qui s'est produit dans les années 70 au sein de notre communauté, où les membres de notre communauté ont vraiment manifesté un intérêt particulier pour la protection et la sauvegarde de notre culture. Donc, ça s'est traduit par différentes actions, dont, entre autres, là, de structurer davantage l'artisanat au sein de notre communauté vers les années 76-77. Donc, on a vu apparaître plusieurs boutiques d'artisanat dans la communauté. Et par la suite, un groupe de bénévoles ont décidé de créer la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsi pour, par la suite, créer ou se doter d'une institution culturelle qui est devenu le Musée amérindien de Mashteuiatsi dès 1977. Et par la suite, ils ont pu obtenir le financement nécessaire pour construire le premier musée qui est juste à côté, donc dans le bâtiment-ci, qui était plus petit à l'époque, mais qui a ouvert ses portes en 1983. Ça a permis de réaliser notre première exposition permanente qui relatait la culture des montagnais du lac Saint-Jean, qui était d'hier à aujourd'hui, et qui présentait l'évolution chronologique du mode de vie, où notre mode de vie est passé d'une vie nomade à une vie sédentaire. Mm-hmm. Par la suite, le musée a subi d'autres transformations. Donc, on a fait l'agrandissement du musée dans les années 1997, si je ne me trompe pas, pour avoir le bâtiment actuel. Donc, à travers toutes ces années, le musée a quand même présenté entre 4 et 6 expositions par année. Donc, c'est une belle production, une belle réalisation en soi. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à la direction du musée? Est-ce que vous venez de Mashteuiatsi? Oui, tout à fait. Donc, je suis originaire de Mashteuiatsi. Toutefois, je suis un membre de la Première Nation qui a reçu ses droits en 1985. Ma mère était native de notre communauté et mon père était natif de la région du lac Saint-Jean. Qu'à cette époque-là, donc en 1985, j'ai fait mes études en administration, en intervention touristique, ce qui m'a amené à faire un stage de formation en fin de baccalauréat ici au Musée amérindien.
et ça a été le coup de cœur. J'ai pu me réapproprier une partie de ma culture qui n'avait pas été transmise par ma mère. Donc, entre autres, la langue et quelques aspects en ce qui concerne la vie en territoire. À cette époque-là, certaines personnes m'ont incité à aller un peu plus loin dans mes études et de faire une maîtrise en muséologie. Par la suite, je suis revenue dans la communauté. J'ai travaillé dans différentes fonctions. J'ai travaillé quand même une vingtaine d'années dans différentes communautés autochtones. Et quand je suis revenue ici, je pense que c'était le moment pour moi de m'impliquer davantage et de travailler dans mon métier. Mm-hmm. Et depuis 2014, je suis la directrice générale de la Société d'histoire et je m'approprie mes connaissances pour le développement de la société et du musée. Et c'est un des plus beaux métiers du monde. Je reviens un peu sur un élément que vous avez évoqué. Là, vous avez évoqué l'année 1985 et l'année où vous avez eu le statut. C'est avec la modification de la loi sur les Indiens, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est la loi C-31. En 1985, ma mère a récupéré ses droits et par la suite, les descendants, donc ses enfants, ont pu également être reconnus à titre d'Indiens inscrits selon la loi sur les Indiens. Parce que l'ancienne loi interdisait aux femmes amérindiennes de transmettre leur statut si le père était blanc, c'est ça? Exactement, c'est ça. Puis on n'avait pas le droit d'habiter dans la communauté également. Ah oui, hein? Donc, on a même la communauté a vécu certains bouleversements par l'ajout de nouveaux membres en 1985. Ah oui, d'un coup... plusieurs nouveaux membres qui ne connaissaient pas ou très peu notre communauté, mais qui par la suite se sont très bien intégrés à la vie au sein de notre communauté. Ils sont venus s'impliquer chez nous, ils sont venus travailler également. Donc, ça nous a amené quand même aussi une bonne partie de personnes qui avaient d'autres horizons, mais aussi d'autres qualifications qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Le Musée amérindien de Mastéhatch propose notamment une exposition permanente qui a été complètement renouvelée en 2020, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui est au cœur de cette exposition permanente? Donc, l'exposition qui s'intitule Tsilanu Ilnuats, qui veut dire « nous autres », offre aux visiteurs une expérience vraiment qui est immersive et qui les plonge vraiment dans la culture des Pequawgamilnuts. Puis, en grande partie, là, on explique la relation avec le territoire. Donc, le concept de l'exposition, il est né vraiment d'une consultation publique qui a duré au moins 3 ans. Il y a plus de 150 personnes qui ont été consultées pour pouvoir connaître leurs intérêts, mais aussi qu'est-ce qu'ils désiraient dire aux visiteurs ici quand les gens viennent dans notre communauté. Donc, le travail de consultation et l'approche collaborative que nous avons adoptée tout au long du processus, ça constitue vraiment l'un des points les plus forts de l'exposition. Puis, ça a aussi favorisé l'expression culturelle locale. Pour nous, c'était très important. L'exposition propose une approche expérientielle, immersive, pour transporter le visiteur vraiment dans l'univers culturel des Pequawgamilnuts. Comment la relation se fait, c'est à travers le territoire. Donc, nous apportons à l'intérieur de l'exposition vraiment des récits de vie, des contes, des légendes et des informations aussi qui sonores, c'est-à-dire que les gens, il y a certains extraits vidéo et sonores qui sont faits en Nilwiyun. Quand on parle du Nilwiyun? Nilwiyun, oui. Nilwiyun. Et donc, c'est la langue, une variante de l'Inuaimun, dans le fond. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, exactement. Typique aux Pequawgamilnuts. Exact. Là, je me suis risqué, là. Donc, ça amène une autre dimension pour que les gens puissent s'initier à la langue. La façon dont la salle a été faite et elle a été disposée, elle est circulaire. Donc, ça nous permet de travailler les saisons
quand on rentre à l'intérieur de l'exposition, on rentre dans la zone d'été, parce que plus souvent, notre clientèle arrive à cette époque-là. Vous êtes à Mastoyache, donc on vous accueille l'été. Et par la suite, le temps s'écoule et les gens s'en vont vers la section d'automne où là, on quitte un peu Mastoyache pour retourner à nos activités plus traditionnelles, donc en territoire. Donc, on va voir aussi les activités qui sont associées à chacune des saisons, les objets aussi de la vie courante. Vous parlez d'artefacts et d'objets qui permettent la vie en territoire, mais les Inuits étaient un peuple nomade, c'est un peuple de tradition orale. Comment est-ce que dans un musée, on peut rendre justice à la richesse immatérielle, au patrimoine immatériel des Inuits? Nous avons retrouvé beaucoup de bandes sonores, beaucoup de récits de vie qui ont été transcrits pour nous permettre de pouvoir reprendre contact ou reprendre connaissance avec ces savoirs-là et d'en connaître davantage sur notre mode de vie et sur le territoire. L'une des dernières recherches que nous avons faites, c'est sur un projet de recherche d'une durée de 4 ans. Ça a été fait dans notre communauté. Et ce projet de recherche-là avait pour but aussi de faire des vidéos sur les différentes pratiques traditionnelles que nous avons au sein de notre communauté. Ainsi, nous allons retrouver dans ce projet de recherche-là une vidéo sur la cuisson de la bannique, sur la préparation du castor en but de le faire cuire de façon traditionnelle. Donc, on va avoir également des fêtes aussi qui vont être montrées. La préparation, la confection d'une raquette, par exemple. Mm-hmm. L'un des rôles de la Société d'histoire d'archéologie, c'est également de produire des publications et des jeux éducatifs qui sont destinés à la population allochtone ou autochtone. Donc, au courant des 3 dernières années, le musée, la société et le musée, on a travaillé à réaliser des publications de volumes, dont entre autres le livre sur les savoirs des Pequawagamis-Inuits sur les plantes médicinales. Par la suite, on a aussi développé des programmes éducatifs destinés aux écoles primaires et secondaires de la région. Nous avons décidé de faire connaître la langue, le Nilwéun. Donc, les jeux de mémoire sont traduits en 4 langues, donc en français, en anglais, en Nilwéun et en Atikamekw. Puisqu'on a différentes communautés proches de la communauté de Mastoyache, et c'est une façon pour nous de pouvoir reconnaître la multi-ethnicité aussi à travers nos communautés, puisqu'on a des liens avec les Cris, les Atikamekw, aussi des autres communautés environnantes. Et puis, on a des familles de différentes origines. Donc, on est confronté, même ici dans notre communauté, à des jeunes qui parlent, qui peuvent parler le Cri, qui peuvent parler l'Atikamekw. Oui. Puis, je pense qu'il faut être beaucoup plus inclusif dans les prochaines années pour pouvoir développer du contenu destiné aux Premières Nations. Le musée amérindien de Mastoyache, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de discussion aussi, un lieu de découverte. Quand vous recevez des touristes, qu'ils soient européens, mais aussi québécois, est-ce que vous sentez ou voyez un changement dans l'attitude des gens qui viennent vous visiter dans ces dernières années? Oui. La première des choses, c'est que nous aussi, nous avons vécu une situation de COVID. Quand nous avons recommencé nos opérations en 2020-2021, donc on a vu davantage les Québécois, la population québécoise venir au musée pour venir s'informer de la situation des Premières Nations. Mais on sentait vraiment que les gens avaient besoin de plus d'explications sur la situation qui était vécue et qui a été dénoncée par même mouvements sociaux, des situations. Donc, nous avons dû adapter dans les faits notre offre. Depuis cette année, nous avons ajouté une conférence, dans le fond, pour bien comprendre la culture des Pequawagamis-Inuits, mais également de parler de la situation sociale, culturelle, économique de notre communauté à l'heure actuelle et aujourd'hui. Les gens sont très respectueux, ils viennent chercher des réponses, ils désirent discuter avec nous. Donc, les expositions peuvent donner un niveau de réponse, mais ils avaient également le goût de nous rencontrer et de partager avec nous. C'est ce qui a changé. Et en marge des activités de médiation comme les conférences, comment est-ce que vous traitez
les créations Innu actuelles, par exemple l'art contemporain, est-ce qu'il y a une place pour ça dans le musée? Oui, elle a toujours une place importante, ça depuis des années. Donc, pour chaque projet, nous essayons d'intégrer les arts à travers les expositions. Donc, si on regarde l'exposition Chila Nui Innuats, nous avons fait appel à 6 artistes de la communauté pour pouvoir nous faire des œuvres qui sont présentement exposées. Nous faisons également, nous accueillons des expositions en art contemporain autochtone, mais nous en produisons également. Donc, présentement, nous avons l'exposition Faune boréale que nous avons réalisée avec 13 artistes autochtones du Québec. Puis, nous avons fait appel à la boîte Rouge Vif de Chicoutimi qui nous a permis de mettre en exposition ces œuvres sous la thématique de faune boréale, puisqu'on est au cœur même de la faune, de la flore du territoire boréal. Donc, on leur a demandé de s'exprimer, de nous démontrer l'importance de la faune à travers leurs arts, encore aujourd'hui. Vous avez beaucoup de dialogue avec les autres communautés aussi? De plus en plus. De plus en plus? De plus en plus. On commence à travailler avec plusieurs organismes, que ce soit local, mais aussi à l'extérieur, pour pouvoir faire émerger des projets de cette nature. Il y a aussi une grande ouverture de plusieurs musées au Québec maintenant d'intégrer davantage d'artistes en art contemporain, mais également des membres de nos communautés dans la réalisation même des expositions qu'ils conçoivent. Donc, pour permettre le dialogue, les échanges, mais un point de vue pour donner la parole aux membres des Premières Nations sur le contenu des expositions qui sont réalisées. Donc, c'est un changement également même dans la façon de travailler au niveau des institutions muséales. Et nous en sommes très conscients et très contents d'ailleurs qu'ils ouvrent davantage leurs portes aux membres des communautés pour s'exprimer. Justement, sur cet aspect-là de l'histoire, mais le comment la raconter. Cette histoire-là, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont débuté, je pense, en 2017 à Mastoyatch. Tout à fait, oui. Sur le site autrefois occupé par la compagnie de la baie du Tson. J'ai l'impression que ça a été un moment pour la communauté un peu de se réapproprier un pan de son histoire. Est-ce que vous diriez que ces fouilles archéologiques ont été l'occasion pour la communauté d'écrire elle-même son histoire? Tout à fait. Et même plus. Ah oui. Donc, on est tellement contents. C'est une très belle... C'est un très beau projet alors, qui nous a valu aussi une certaine reconnaissance du public et des professionnels. C'est une belle histoire à raconter aussi. Donc, par dans le fond, une découverte fortuite en 2017. Donc, on a découvert une pièce, un artefact datant de plus de 5000 ans d'existence. Donc, une pièce, une très belle pièce. Et par la suite, avec les élus, on a pu conserver et protéger ce site jusqu'à ce qu'on puisse faire des fouilles beaucoup plus précises. Donc, c'est en 2020 et 2021 que le mandat a été confié à la Société d'histoire et d'archéologie de Mastoyatch pour pouvoir entreprendre des fouilles archéologiques. Ça nous a permis aussi de commencer la formation de nouvelles générations, je vous dirais, de jeunes provenant de notre communauté, donc des étudiants de niveau postsecondaire, de niveau cégep et d'université, ont pu participer aux fouilles archéologiques et en même temps suivre un cours universitaire de fouilles terrain. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de former la nouvelle génération aux techniques de fouille, mais aussi de s'imprégner, je dirais, de cet univers-là pour pouvoir se créer aussi leur propre identité. Donc, on a travaillé l'identité culturelle, notre identité. On a travaillé sur l'affirmation culturelle également. On leur a donné des connaissances. On leur a donné des connaissances sur notre histoire, sur les périodes d'occupation du territoire sur l'Intesinane. Puis, par la suite, ça leur a permis de pouvoir, je dirais, davantage s'intéresser à la culture même et de pouvoir eux-mêmes transmettre leurs connaissances, que ce soit aux visiteurs, aux membres de leur famille, mais aussi aux autres personnes ou à leur entourage. On entend parler à propos de retrouver des artefacts, de la restitution et des objets qui sont partis en Europe ou qui sont restés au Québec, mais en tout cas qui sont sortis de la communauté. Comment est-ce que vous abordez ce sujet-là? Est-ce que vous avez des projets de demande de restitution d'objets? Oui, la communauté a actuellement 2 demandes en cours de restitution d'objets qui sont présentement dans des institutions aux États-Unis.
Donc, on sait, à travers nos recherches, parce qu'on a fait un projet de recherche qui a duré des années avec l'Université de Montréal sur justement le rapatriement des objets ou des artefacts. Donc, ça nous a permis d'identifier où était notre patrimoine ou le patrimoine des Piekwagamie ou des montagnais du Lac-Saint-Jean à cette époque-là. Donc, plusieurs pièces datent du début du 20e siècle et sont actuellement éparpillées un peu dans le monde, mais beaucoup aux États-Unis, entre autres. Et nous avons eu la chance, dans les faits, d'aller voir sur place, à travers ce projet de recherche, d'aller voir sur place avec des membres de notre communauté des aînés et de voir quel était l'état de ces objets et quelle était la composition. Suite à ces voyages et aux échanges avec les musées, nous avons pu identifier certaines pièces de nature sacrée qui ont fait l'objet d'une demande de rapatriement au sein de notre communauté, dû à leur caractère sacré ou en lien avec des rituels anciens de notre communauté. Donc, c'est des processus qui sont quand même très longs, qui durent pendant plusieurs années. Donc, il faut prouver aussi, d'une certaine façon, la nature sacrée des objets. Il est intéressant de recevoir ces objets au sein de notre communauté. C'est très important pour nous. Mais ce n'est pas nécessairement l'ensemble des objets qui font l'objet d'une demande de rapatriement, puisque ça pourrait demander encore plus de temps, plus de moyens aussi. Mais il existe différentes façons de se réapproprier notre patrimoine. Donc, c'est en faisant des échanges, en transmettant les informations que nous avons reçues au sein de la population. Tout le long du projet de recherche, nous avons fait des séances d'information auprès de la population. On a interpellé certains groupes pour qu'ils puissent participer activement. Certains objets, tout le moins, ont été regardés aussi avec nos aînés pour pouvoir trouver plus d'informations sur la nature des objets qui étaient dans leur collection. Donc, pour l'instant, aucun n'est revenu? Donc, pour l'instant, effectivement, aucun objet n'est revenu. Ça fait depuis... On a commencé le processus de demande de rapatriement, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans. Donc, ça peut demander encore plusieurs années. Isabelle Genet, est-ce qu'il y a un artefact ici, au Musée des Amérindiens de Massayache, dont vous êtes le plus fier, ou un artefact avec lequel vous résonnez davantage, un artefact auquel vous tenez plus particulièrement? C'est une dure question, effectivement. Je dois vous dire que j'ai un coup de cœur, mais pas pour un seul, mais pour la première collection créée dans les années, au début des années 80, où il y a plusieurs femmes de la communauté qui se sont jointes ensemble pour pouvoir perpétuer, dans les faits, certaines méthodes de fabrication, en ce sens que elles ont fabriqué des vêtements selon la méthode ancestrale. Elles ont aussi brodé. Ça a donné lieu à une très, très belle exposition, évidemment. Les objets sont très beaux. Il y a certains objets qui sont encore aujourd'hui exposés dans notre salle de l'exposition permanente et qui démontrent, dans les faits, tout le travail de ces femmes pour la fabrication des vêtements. Donc, j'avais un faible, effectivement, pour les vêtements, mais ils sont magnifiques. Donc, je vous suis là-dessus. Ils sont magnifiques. Et que, malheureusement, on a peu l'occasion d'avoir accès aux ressources, donc d'avoir des peaux d'orignaux, de la peau de caribou, pour pouvoir perpétuer la fabrication des vêtements. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'obtenir de belles pièces qui sont fabriquées de cette façon-là. De quoi rêvez-vous pour le musée de Mashteuiatsh? C'est ça qu'on a toujours des pistes de réflexion. Mais si dans 50 ans, la Société d'histoire, elle est encore au cœur de la communauté, elle est au service de la communauté, puis que sa mission, elle est encore reconnue et très utile, c'est-à-dire de protéger, de conserver, mais aussi de mettre en valeur la culture des Piekwagaminots, ça serait déjà une réussite en soi. Notre souci, c'est de pouvoir conserver la culture d'aujourd'hui pour qu'elle soit accessible encore aux générations futures. On fait des efforts pour pouvoir collectionner des objets beaucoup plus actuels, mais aussi de réaliser que la culture, elle est toujours vivante et en constante évolution. Donc, à titre d'exemple, nous sommes en train de préparer une exposition sur l'art du vêtement
qui va nous expliquer l'évolution du vêtement à travers le 20e et le 21e siècle pour en arriver à exposer à l'heure actuelle des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui vont créer leur propre tissu et leur propre création et ils vont en faire le commerce. Les tissus et le mode de fabrication a changé, mais le goût de pouvoir continuer à préserver les inspirations ou ce que la culture nous a donné et qu'on inspire des jeunes entrepreneurs pour pouvoir faire de nouveaux vêtements, de nouveaux bijoux. Ça me laisse croire que la culture va toujours être en constante évolution et va nous permettre, dans les faits, là, de pouvoir exister encore, ou du moins de la transmettre. Et le musée sera là pour... Et il le faut. Bien, je pense que le musée a une responsabilité de pouvoir documenter l'évolution de la culture sous toutes ses formes. Donc, que ce soit en art contemporain, que ce soit avec des objets de la vie courante. On se doit au moins d'avoir quelques exemplaires ici au musée et de pouvoir faire état de cette évolution. Les récits aussi, les préoccupations changent. Les préoccupations changent. Les chansons, tout ça. Exactement. Donc, les chansons, les récits, les contes, les légendes. Maintenant, nos conteurs créent eux-mêmes aussi, à partir des anciens récits, de nouveaux contes et de nouvelles légendes. Donc, on espère pouvoir les conserver longtemps et les rendre accessibles à la population. Magnifique. Mais Isabelle Genet, Tiniskumitin, vraiment? Tiniskumitnau, qui veut dire merci, oui. Mais à un plus grand nombre, effectivement. Merci de votre présence. Donc, ça a été... Merci. On reviendra dans 50 ans pour voir. Oui. J'espère être présente. Oui. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci. Au microphone de Confluence cette semaine, c'était donc Isabelle Genet, directrice générale du Musée amérindien de Mashtoyats, que nous avons rencontrée au bord du lac Pequawakami en septembre 2022 et que nous remercions du fond du cœur de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Merci Catherine Egault. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre présence fidèle. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, nous vous souhaitons de nombreuses et belles découvertes sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt.